Le 13 août 2026, Donald Trump écrit sur Truth Social: les États-Unis ont un contrôle total du détroit d'Ormuz. Le lendemain, un haut responsable iranien répond, cité par la télévision d'État: le détroit d'Ormuz est sous la gestion et le contrôle de la République islamique. Même détroit, même semaine, deux pays qui affirment, chacun, en avoir le contrôle total. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Peut-être qu'aucun des deux n'a raison. Voici le cadre de cet épisode. Le détroit d'Ormuz n'est contrôlé ni par la marine américaine, ni par les gardiens de la révolution iranien, au sens classique du terme. Contrôle total, exclusif, stable. Il est disputé par une architecture de dissuasion croisée, où chaque camp peut infliger un coup à l'autre, sans qu'aucun ne puisse s'assurer un passage garanti. Le contrôle réel, c'est celui du trafic. Et les chiffres de trafic racontent une histoire que ni Washington ni Téhéran ne mettent en avant. 38 à 55 km de large selon l'endroit où on mesure. Deux chenaux de navigation de seulement 3,2 km chacun, séparés par une zone tampon. C'est tout ce qui sépare le golfe Persique de l'océan Indien. Et c'est le seul passage maritime pour l'essentiel du pétrole saoudien, irakien, émirati, koweïtien et iranien. Avant la crise de cette année, environ 20 millions de barils y transitaient chaque jour, près d'un quart du pétrole brut transporté par voie maritime dans le monde. Et la destination, c'est l'Asie à plus de 40%. La Chine et l'Inde en tête, l'Europe loin derrière avec à peine 4%. Ce n'est pas un hasard si les puissances qui s'affrontent autour de ce détroit ne sont pas nécessairement celles qui en dépendent le plus. On peut faire l'argument américain sérieusement. La 5e flotte américaine basée à Bahreïn dispose d'une puissance de feu sans commune mesure avec la marine iranienne. Des destroyers lance-missiles patrouillent la zone. Washington a imposé un blocus aux ports iraniens eux-mêmes, empêchant les navires iraniens d'entrer ou de sortir. Sur le papier, c'est la définition même de la supériorité navale. Mais la supériorité navale n'est pas la même chose que le contrôle du trafic. Et c'est précisément là que l'histoire iranienne commence. Le 28 février 2026, les frappes conjointes américano-israéliennes tuent le guide suprême iranien Ali Khamenei. En représailles, l'Iran ferme le détroit dès le 1er mars. Pas avec une flotte de guerre classique, avec une doctrine de saturation. Batterie de missiles anti-navires, Noor et Kader postés sur la côte, drones suicides Shahed, vedettes rapides armées de roquettes et des mines navales dont l'arsenal iranien compterait plusieurs milliers d'exemplaires. Le résultat immédiat. Le trafic quotidien passe de 24 pétroliers par jour à 4 le 1er mars. En moins de 72 heures, les assureurs maritimes annulent leur couverture de risque de guerre. 1 millier de navires se retrouvent à l'ancre. Le baril grimpe jusqu'à près de $120. L'AIE et le G7 déclenchent la plus grande libération de réserves stratégiques de l'histoire. 400 millions de barils. Et l'affrontement ne reste pas symbolique. Le 7 mai, 3 destroyers américains essuient des tirs combinés de missiles balistiques, de missiles de croisière, anti-navires et de munitions rôdeuses. Washington affirme qu'aucun navire n'a été touché. Les gardiens de la Révolution affirment le contraire. Les deux versions ne peuvent pas être vérifiées de façon indépendante. 4 mois après les frappes initiales, au 26 juin, le trafic reste inférieur de 50% à son niveau d'avant-guerre. Malgré un accord signé le 14 juin et un mémorandum d'entente le 17 juin, censé rouvrir le détroit. On le précise clairement. Ces chiffres de trafic viennent de données de surveillance maritime et d'analyses spécialisées publiées en mars et juin 2026. Les bilans militaires eux-mêmes, combien de bateaux poseurs de mines détruits, combien de destroyers touchés, reposent largement sur les déclarations des belligérants eux-mêmes, américaines d'un côté, iraniennes de l'autre. On ne les prend pas pour argent comptant. On ne sait pas avec certitude combien de mines navales iraniennes sont aujourd'hui effectivement posées dans le détroit, ni où. On ne sait pas si les capacités de saturation du corps des gardiens de la Révolution ont été substantiellement réduites par les frappes du 28 février. Les inspecteurs internationaux eux-mêmes n'ont pas eu accès aux sites bombardés pour évaluer les dégâts réels. Et on ne sait pas, à ce jour, si les déclarations contradictoires de Miou signent une nouvelle escalade ou ne sont qu'une joute rhétorique sans conséquences opérationnelles immédiates.
Toute affirmation catégorique sur l'état actuel du rapport de force mérite d'être prise avec prudence. Trois choses à surveiller. 1. Si le contrôle américain est réellement total, comme l'affirme Washington, le trafic pétrolier quotidien devrait revenir à son niveau d'avant-guerre dans les prochaines semaines. S'il reste durablement sous les 50%, l'affirmation ne tient pas face aux faits. 2. Si la doctrine iranienne de déni d'accès reste intacte, on devrait continuer à avoir des incidents ponctuels contre des navires marchands ou militaires, même en l'absence de fermeture totale déclarée. 3. La position de la Chine sera le signal le plus fiable à observer. En tant que premier importateur mondial de pétrole et principal client du brut iranien, un assouplissement chinois de ses achats via Hormuz indiquerait une désescalade réelle. Un maintien de la prudence indiquerait que Pékin, mieux informé que le grand public sur l'état réel du détroit, ne croit pas au retour à la normale. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, ni Washington ni Téhéran ne contrôlent Hormuz au sens plein du terme. Ce que les deux camps contrôlent, c'est le coût qu'ils peuvent infliger à l'autre. Et pour l'instant, ce coût continue de se payer en barils de pétrole, en primes d'assurance et en centaines de navires qui attendent, à l'ancre, que quelqu'un ait vraiment gagné. Cette lecture s'appuie sur des données de trafic maritime et des déclarations officielles des deux camps, mais la situation reste évolutive et partiellement opaque. Les postures publiques de Washington et Téhéran peuvent aussi refléter des calculs de politique intérieure plutôt qu'un état réel du rapport de force militaire. Une possibilité qu'on ne peut pas exclure avec les sources actuellement disponibles.